Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Déjà, merci pour votre présence pour cette première conférence de ce Club Tizi. Aujourd'hui, c'est un grand jour car nous nous apercevons que nous sommes entre de belles mains. Nous sommes aidés par de belles personnes. Des personnes qui aspirent à aider les jeunes d'aujourd'hui qui vont peut-être devenir les leaders de demain. Aujourd'hui, mes remerciements vont à toutes les personnes qui m'ont aidé à ouvrir ce club. Je remercie M. Younes Eraqi. Je remercie les membres Tizi, je remercie tous les élèves et les professeurs aussi. Aujourd'hui, nous apercevons que la plupart des jeunes critiques sans passer à l'action, une critique passive. Et donc, je pense, le but de ce club, on a créé ce club afin de faire bouger ces jeunes et leur faire comprendre qu'il ne faut pas juste avoir une critique passive, on doit les initier dans la vie professionnelle et la vie politique pour qu'ils puissent comprendre les notions d'un bon leader et les notions de la vie politique. C'est pour cela que nous avons pour but d'aider les élèves et les accompagner pour qu'ils aient un avis constructif et une critique qui n'est pas passive, qui vont passer à l'action. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, la thématique de cette conférence est investir dans le leadership dès un jeune âge, espoir de changement. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème car malgré les initiatives qu'on voit et toutes les activités de simulation du leadership pour les jeunes élèves, nous apercevons plusieurs personnes qui disent que le leadership ne peut pas être enseigné à de jeunes personnes, car ils ne sont pas assez matures pour comprendre une notion d'un bon leader, et qu'est-ce que le leadership, et qu'est-ce que la politique, ce qui est totalement faux à mon avis. Et donc, nous pensons que le leadership doit être enseigné dès un jeune âge, qu'il doit être appliqué par des simulations, car nous nous apercevons que la plupart des institutions de grande renommée font des activités de simulation de leadership, tels que le MUN, tels que les débats qui sont aussi pratiqués dans notre établissement. Et donc, j'aimerais déjà remercier les intervenants qui vont faire cette conférence. Monsieur Mohamed Alami Bourada, je vous invite à l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et dans quelques instants aussi, Madame Asma, qui est présidente de Tizi, va venir dans pas longtemps. Alors, cette conférence sera animée par les deux vice-présidents de ce club. Farouk Al-Hamdan, qui est vice-président du pôle leadership. Et aussi Sarah Kabil, qui est vice-présidente du pôle politique. Mesdames et messieurs, soyez bien attentifs, je leur passe la parole. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Ces 2 dernières décennies, on remarque que les réseaux associatifs prennent de plus en plus de l'ampleur, que ce soit au niveau national ou international. Monsieur Mohamed Alami Bourada, vous êtes cofondateur de l'association Tizi. Pouvez-vous parler un peu plus des raisons qui vous ont poussé à créer ce réseau associatif? Salam alaikum. Je voudrais, avant de répondre à ta question sur les raisons qui nous ont poussés à créer Tizi, à d'abord témoigner de ma véritable reconnaissance à monsieur et madame Laraqi pour leur invitation à l'école. Les membres de Tizi Marrakech, à leur tête Hasna Al-Hendawi, qui a bien développé l'antenne de Marrakech et donc les clubs. Je voudrais remercier bien sûr l'Arbi, je ne sais pas où il est, l'Arbi, merci infiniment pour ton introduction, qui était excellente, d'avoir fondé le club Tizi Lycée Laraqi, et puis Sarah et Farouk qui vont nous accompagner pendant ce voyage qui va durer on va tous voyager ensemble, Inch'Allah, pour parler du passage de la critique passive qu'évoquait l'Arbi à la critique active. Parce que vous allez voir, c'est l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Alors, comment est né Tizi? En 2011, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Oui, exactement, le printemps arabe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quel jour exactement?
Non, non. Quand est-ce qu'il y a eu c'est le mouvement du 20 février? Le 20 février 2011, des dizaines de milliers de Marocains sont sortis dans la rue pour réclamer plus de justice. Justice dans les tribunaux, quand on va au tribunal, mais la justice sociale, de meilleure répartition de la richesse entre les gens qui gagnent de l'argent et les gens qui en ont moins. Plus de karama, plus de maqoul. Et donc il y a eu un mouvement qui était dans le sillage d'autres mouvements en Tunisie, etc. Où ce mouvement-là, le mouvement du 20 février, pendant le printemps arabe au Maroc, n'a pas trouvé de nom. C'est le mouvement du 20 février. Mais c'est même le mouvement du février, est-ce que vous vous rappelez des leaders du 20 février? Vous en rappelez pas? Il n'y a pas eu de leader. Il y a eu الحراك ديال اللي كان في الريف. شكون le leader ديالو؟ Zebzafi. Il y avait un leader. Le 20 février, le Hirak qu'il y a eu, il n'y a pas eu de leader qui est apparu. Il n'y a pas eu de vision. Et donc ce mouvement s'est progressivement essoufflé. Et donc 6 mois plus tard, 6 mois après le 20 février, donc le 20 août, on a décidé de créer Mubadarat Tariq Ibn Ziyad. Pourquoi on voulait créer Mubadarat Tariq Ibn Ziyad? Je vais vous demander si ça passe sans micro, comme ça je parle avec les mains, c'est mieux. J'aime bien parler avec les mains. Ça vous va? Alors, on s'est rendu compte que le 20 février, ما كناش فرحانين بهذا المغرب هذا. المغرب اللي كنا عايشين فيه. Il n'y avait pas autant d'opportunités. Vous êtes des centaines dans cette école, demain vous allez vous former, vous allez vous sortir sur le marché du travail. Quand vous arrivez pour aller travailler, aujourd'hui le Maroc n'offre pas assez d'opportunités pour les jeunes. Et puis, la santé n'était pas très satisfaisante aussi à l'époque. L'éducation, la santé, les emplois. Les emplois, il n'y avait pas assez d'emplois. La santé n'était pas très bonne. Les routes, bref, la situation du Maroc, donc on s'est dit, pourquoi le Maroc est dans cet état-là? Parce que les gens, 15 ans, 20 ans plus tôt, 30 ans plus tôt, avaient pris de mauvaises décisions sur l'éducation, sur la santé, sur l'emploi. Donc le Maroc, dont nous ne sommes pas contents aujourd'hui, que l'on critique comme disait l'Arabie, était le fruit de décisions qui étaient prises 15 ans plus tôt. Par qui? Par les gouvernants du Maroc, des gens qui avaient gouverné le Maroc. Comment ils étaient arrivés là? Il y en avait deux types. Il y avait les gens qui étaient installés, la monarchie marocaine, mais il y avait les gens qui étaient élus. Et les gens qui étaient élus en l'an 95 ou en l'an 2000 n'ont pas fait suffisamment bien leur travail pour que le Maroc de 2011 soit bien. Donc on avait un constat que la gouvernance du Maroc n'était pas en ordre. Et on s'est dit, si vous n'êtes pas content du Maroc aujourd'hui, il faut essayer de le changer. Et comment on va essayer de changer ce Maroc? Eh bien en essayant de participer à la gestion de la cité. Mais comment des jeunes de 25 ans, de 20 ans, de 30 ans peuvent participer au changement de la cité? Comment ils vont faire en sorte que le Maroc de 2030, dans lequel vous allez travailler, Inch'Allah, sera un bon Maroc? Eh bien, on a répondu, la réponse qu'on a trouvée, c'était pour que le Maroc, que le changement soit réel au Maroc, on avait besoin, entre autres, de deux composantes sur lesquelles on a travaillé. D'abord, on avait besoin de grands leaders honnêtes, compétents et patriotes. الناس معقولين عندهم كفاءة باش يسيروا البلاد ويحبوا بلادهم. On avait besoin de femmes et d'hommes leaders. Et puis ces femmes et ces hommes leaders, à supposer qu'ils émergent, il faut bien qu'ils arrivent à la commande du pays, il faut bien qu'ils arrivent à la tête du pays. Comment ils vont arriver à la tête du pays? Souvent par le vote. On va voter, on suppose que Ismaël Haji demain, Brahim Ouahman, Hassan al-Hendawi, demain, quand vous serez des leaders accomplis, à 45-50 ans, ou les Sioux, on ne sait pas, ça peut arriver, aillent se présenter à des élections. Et bien s'il est honnête, intègre, compétent, qu'il se présente à des élections, il faut que les gens votent pour lui. Donc il faut sensibiliser les jeunes à aller voter. Donc Tizi a été créé en 2011 avec un objectif, une phrase qui était de nos mains un Maroc juste nous construirons. Ça veut dire que là, Maghariba, jeunes Marocains, on va prendre l'initiative du changement. On ne va pas critiquer facilement en disant qu'est-ce qu'on va changer. Comment on va changer le Maroc? En étant deux choses,
une fabrique de leaders. On va fabriquer des femmes et des hommes leaders, comme l'Arbi, comme Farouk, comme Sarah. Et ces jeunes, une fois qu'on va les fabriquer, Inch'Allah, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ben, il faudra les aider à arriver à la gestion du pays. Et donc on va dire aux autres qui ne vont pas nécessairement se présenter, il faut que vous intéressiez à la chose politique. Vous devez savoir quelles sont c'est quoi les élections locales, c'est quoi les élections législatives, qu'est-ce que fait un député, qu'est-ce que fait un chef de gouvernement, qu'est-ce que fait un ministre. Vous devez vous intéresser aux personnes qu'il y a. Il y a Mickaël, il y a Nabil Amounib, qui sont-ils? Découvrez-les. Comme ça, quand vous allez aller voter tous les 5 ans, vous savez pour quel voter. Donc pour conclure, Tizi avait 2 fonctions, être une fabrique à leaders, et deuxièmement, repolitiser les jeunes pour qu'ils s'intéressent à la politique, donc au choix de leurs dirigeants, on va les choisir aujourd'hui pour qu'ils changent le Maroc dans 10 ans, Inch'Allah. Notre présidente. Et après, je vais vous raconter comment Tizi a émergé, comment Tizi a fait émerger une magnifique leader qui s'appelle Esma Haj. Alors, M. Mohamed Alami Brada vient de nous expliquer comment a été créé Tizi. Et donc, ma question est, quelles sont les principales activités de Tizi et les messages que vous voulez transmettre à travers cette dernière? Bonsoir à tous. Je suis vraiment navrée pour le retard et puis je vais enchaîner directement sur ta question. Donc, principalement à Tizi, donc on a 2 volets, voire 3 si on veut les dissocier. Donc, le premier volet sur lequel on travaille et qui est très attractif et qui intéresse bien évidemment tout le monde, c'est le volet du leadership. Donc, c'est principalement des ateliers de formation sur le leadership, c'est des conférences, c'est un séminaire, c'est le super séminaire qu'organise Mohamed depuis bientôt 10 ans, donc sur le leadership. Donc voilà, pour vraiment donner du sens à cette valeur qu'on entend partout, à ce skill qu'on entend partout, vraiment faire approcher cette notion de leadership qui reste quand même assez abstraite et la faire concrétiser et faire émerger des leaders. Donc ensuite, le message qu'on fait passer est le suivant. Vous venez à Tizi, on vous offre cette formation pour faire en sorte que vous soyez porteur d'une cause, d'accord ? Et donc ensuite, à vous de voir. Vous pouvez faire de l'associatif, c'est super, c'est très très bien. Mais ça reste, on va dire, quelque chose qui va agir sur le présent. C'est-à-dire si on est bénévole dans une association qui travaille sur l'environnement ou sur des activités sociales, très bien, on va faire une caravane humanitaire, je ne sais pas, on va faire une caravane de nettoyage, propreté, etc. Et c'est très bien, on a un impact très très positif. Maintenant, la vision que nous poussons, c'est vraiment de voir au-delà et de penser au futur pour justement prévenir tous ces problèmes-là. Et donc, on va pousser les gens à avoir une autre vision qui est, comme peut-être vient de le dire Si Mohamed, qui est l'engagement politique et citoyen. Donc, c'est-à-dire, c'est très bien, cette compétence, vous pouvez l'utiliser aujourd'hui, mais cette compétence aussi pourra vous aider à militer pour le futur de vos enfants, de vos petits-enfants, etc. Et donc, c'est là qu'on introduit les jeunes à cette notion de citoyenneté légère, et puis aussi politique, qui fait souvent peur, et voilà, qui n'est pas très sexy, on va dire, surtout quand il s'agit de parler de l'engagement des jeunes dans la politique, parce que, justement, une chose très simple, les figures qu'on a aujourd'hui dans la scène ne donnent pas très envie. Donc on ne va pas croiser les bras et attendre que des profils proviennent du ciel, on va les construire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait le lien entre la notion de leadership et justement la participation politique et citoyenne sur le long terme. Voilà. Alors, Mohamed Alami Brada, on observe ces derniers temps que de plus en plus de personnes s'intéressent au leadership. À votre avis, tout le monde peut-il devenir leader ? C'est une très bonne question, mais avec votre permission, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Je vais vous dire comment Asma est devenue présidente de Tizi. Je peux ou pas? Bien sûr. Très bien. Alors, en 2015, il y a 4 ans exactement, on avait notre séminaire annuel de leadership qui dure 2 jours, qui concerne 60 à 70 personnes en général, qu'on offre depuis 9 ans. C'est le 9e congrès. Et le 9e
deuxième a lieu demain à l'UMCCP. Et donc en 2015, c'était à l'école Hassaniya Tchaoui, puis l'école d'ingénieurs. Et on a invité un jeune homme, on peut parler de lui? Bien sûr. On a invité un jeune homme qui s'appelle Enes Oulmidi, qui est Espoir Tizi. Il a été reconnu comme un jeune talent marocain qui a beaucoup de potentiel. Il est médecin, il est ophtalmo, il était interne au CHU de Marrakech. Parce que comme il a été élu comme Espoir Tizi, comme 60 autres personnes qu'on a nommées, il a droit à une bourse de leadership. Donc il fait une formation au Maroc. Et s'il la valide, il a une bourse pour aller aux États-Unis faire une formation à Harvard. Donc Enes nous appelle, dit écoutez, est-ce que je peux venir à deux? J'ai dit bon, ok, on va donner une deuxième place. Alors Enes arrive et il y a une jeune femme qui vient avec lui assister à la formation. Elle assiste à la formation, c'est un samedi, un dimanche, elle vient et on ne la revoit pas pendant quelques mois, etc. Et après, Enes me dit je veux créer une antenne à Marrakech, l'antenne Tizi Marrakech. Donc Enes crée cette antenne Tizi Marrakech avec un noyau dont Brahim fait partie, il y avait une dizaine de personnes, etc. Et quand Enes crée cette antenne, ça se passe plus ou moins bien, et en 2016, le Women Empowerment, c'est ça? J'ai rejoint Tizi à ce moment-là, je commence à travailler avec Tizi sur le pôle Women Que tu as créé. Exactement, Alors, en 2016. Non, c'est vrai, raconter. Vas-y. Alors, Asma, un jour, elle vient au bureau de Tizi et dit moi, j'ai envie de monter quelque chose, un projet. Je vais faire le Tizi Women Empowerment. Je veux faire un acte dans Tizi pour donner de l'énergie aux femmes. Je vais inviter des femmes comme Aïcha China, comme Nabila Mounib, Azar Saïda, et les faire parler sur leur expérience pour inspirer d'autres femmes. Et donc, Asma démarre avec une initiative qui s'appelle Tizi Women Empowerment. Elle fait plusieurs conférences. Et en 2017, je crois, ou 2018, on a un président qui démissionne. Il est élu pour un an et demi, il démissionne, et Asma m'appelle un jour, elle me dit écoute, il paraît qu'il y a des élections. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses si je me présente? Et je lui dis oui, pourquoi pas, essaye. Et donc, elle fait une campagne magnifique. D'abord, elle constitue une équipe d'enfer. Elle prend un ancien président de Tizi, elle devient ancien président, elle prend un autre, elle fait une super campagne et elle gagne les élections à 80% de voix contre l'autre candidat. Elle est présidente depuis un an maintenant. Elle a fait un extraordinaire travail et beaucoup de gens disent que c'est l'une des meilleures présidentes de Tizi. Moi, je ne peux pas le dire, mais elle a fait un super travail. Alors, entre-temps, Enes Oulmidi l'a épousée. Ou l'inverse. Ou les deux, si tu veux. Enes Oulmidi, s'il est déjà en formation, c'était sa fiancée, c'était son ami, c'était son fiancé. Alors, Asma, elle est venue à Tizi accidentellement, parce qu'elle voulait passer la journée avec son petit copain. Alors, je vais rajouter, si vous permettez, on n'est pas là pour le storytelling, mais juste pour l'anecdote. Juste pour revenir un petit peu sur le parcours. Anna, à la base, je suis un pur produit de la faculté publique, je fais mon master là-bas, etc. La politique, ça ne me disait absolument rien. Et on avait juste la notion, on va dire, c'est pas péjoratif, mais on était très opportuniste. C'est-à-dire, il y a une formation, prise de parole en public, leadership, etc. Donc, Anas, qui était à l'époque mon ami, m'a dit écoute, viens, il y a une formation sur le leadership par une association qui s'appelle Tizi et qui travaille sur l'amélioration de la conscience politique. Je lui dis politique, mais qu'est-ce que... Non, je n'ai pas envie, s'il te plaît, Afak, me casse pas la tête avec ces histoires. Il me dit ça, c'est pas grave, tu sais, l'atelier, il est certifiant. Donc tu vas passer ton atelier et tu vas te barrer. Donc la vérité, c'était complètement opportuniste. Et donc je pars pour passer l'atelier et à la fin de l'atelier, si Mohamed m'avait marqué en me disant, ben voilà, maintenant vous avez passé ce séminaire, très bien, etc. Si vous voulez continuer à faire de l'associatif ou d'Ekchi, tant mieux. Mais par contre, si vous voulez vraiment travailler l'avenir de votre pays, c'est par la politique et la citoyenneté que ça se passe. Et ça a vraiment sonné dans ma tête parce que je me disais... C'était vraiment le halaqa qui était missing, qui me manquait parce que mon pays souffrait tous les jours. Dans mon parcours, quand je partais à la fac, j'avais des problèmes j'avais des problèmes avec les profs qui n'étaient pas là, j'avais des problèmes quand j'emmenais mes parents, ma grand-mère à l'hôpital, etc. Et je ne savais pas, mon travail associatif, je faisais de l'associatif à l'époque, mais ça ne résolvait pas, c'était pas quelque chose qui يحل دوك المشاكل. On faisait des caravanes, c'est une caravane, le budget de la fac, ça n'a rien à voir. Ou la société les khayda les bus في المدينة ديالك, ça n'a rien à voir. Donc je pense j'arrivais pas à faire le lien entre les deux.
Et donc si Mohamed avec sa phrase, je pense que peut-être que tu te rends même pas compte, mais ça m'avait vraiment marqué ce qu'il avait dit à la fin. Et puis c'est vrai que je me suis pas engagée directement en Tizi Saad, mais j'ai constitué mon bagage, on va dire, politique, citoyen, etc. Et c'est ensuite que j'ai entamé l'aventure avec Tizi. Et voilà, merci beaucoup, c'est Mohamed. Ma question c'était, à votre avis, tout le monde peut-il devenir leader? Je crois qu'Esma vient de répondre à la question là. Elle est venue par curiosité, ou là, Ernest lui dit, écoute, viens, tu verras si tu auras un certificat. Et puis, bon, alors, est-ce que tout le monde peut être leader? Non, je pense qu'on devrait prendre la salle. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut être leader? Pourquoi? Par la volonté? Ouais, je sais. Moi, Sarah m'a harcelé pour être ici, et donc je vous félicite pour la volonté de vos élèves. Si on enseigne dans les écoles, dans les écoles, on va venir dans les lycées et les écoles plus tard, mais aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, mais aux États-Unis surtout, on enseigne le leadership à la crèche, à l'école élémentaire, au primaire, au collège, au secondaire, etc. Ça s'apprend parce qu'il y a des techniques de leadership qui s'apprennent, et à l'université, etc. Donc oui, définitivement, ça s'apprend. Mais, bien sûr, il y a des gens qui ont plus de talent que d'autres. On peut faire de la peinture, mais pas tout le monde peut devenir Picasso. On fait de la musique, mais pas tout le monde peut devenir Mozart. Donc il y a une partie qui est innée, merci beaucoup, qui est innée pour atteindre le sommet du leadership, mais on peut tous monter en leadership. On part d'un degré 1, 2, 3, 4, 5, on peut arriver à 10, 11, 12, 13. Donc oui, définitivement, on peut monter en leadership. Alors, ici, dans notre établissement, on a ce qu'on appelle les grands débats. Et donc, l'année dernière, 2 équipes ont pu débattre sur le sujet suivant. Est-ce que le leadership est inné ou acquis? Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur cela. Moi, je vais rejoindre complètement Si Mohamed dans la mesure où, effectivement, il y a peut-être qu'il y a des petits traits, on va dire, de caractère ou là qui sont peut-être dans l'ADN. Alors biologiquement, rien n'est encore prouvé, pas à ma connaissance, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est le cas. Après, la marge qu'il y a à développer, elle est énorme. Comme il a dit, je ne sais pas, tout le monde, ouais, je vais reprendre, je vais te copier, tout le monde ne peut pas devenir Picasso, mais il y a l'école des arts, tout le monde ne peut pas devenir un super architecte, mais il y a des bases. Et donc, la marge, il ne faut pas la marge, les compétences qu'on peut acquérir, qu'on peut apprendre, qu'on peut pratiquer, qu'on peut améliorer, elle n'est pas du tout à négliger. Parce que c'est la marge qui va te permettre de faire un impact, qui va jouer un rôle dans ton existence sur ces terres. Et si moi je développe ma marge, l'autre il développe sa marge, et chacun s'occupe d'un sujet, bah, alhamdoulilah, on ira un peu loin. Après, s'il y a des super leaders, tant mieux. Mais on n'a pas encore répondu à la question, qu'est-ce que le leadership? C'est quoi le leadership? À quoi ça sert le leadership? Est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, en 4-5 interventions, à quoi sert le leadership? Est-ce qu'on peut donner un micro à la salle? Prenez le filet et vous le donnez. À quoi sert le leadership? Oui, ça permet d'avoir une vision, de savoir où on va. Excellent. Pour vous encourager, on a la lumière dans les yeux, donc on ne voit pas qui pose la question. On ne vous voit pas. Enfin, on vous voit à moitié comme. Mais vous pouvez apprendre, prenez la parole, Hekda. Sans micro, allez-y. On veut entendre des réponses dans la salle. Donc tout d'abord, bonjour. Donc pour moi, à quoi sert le leadership? Bon, le leadership, c'est simple, ça sert à créer des leaders, mais pour mieux expliquer, ça sert à créer des meneurs, des gens qui vont pouvoir guider une grande communauté. Par exemple, juste pour donner un exemple, c'est quand on a une équipe de foot, on a toujours un capitaine, tu vois, et lui, il est considéré comme un leader. C'est quelqu'un qui baisse jamais les bras, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Donc tout d'abord, le leadership,
ça sert à créer des exemples à suivre qui vont nous aider. Que, par exemple, si vous êtes un leader, vous pouvez donner l'exemple à plusieurs personnes. Mais par contre, si vous n'arrivez pas, si par exemple vous n'êtes pas un leader et vous n'arrivez pas à avancer dans la vie, vous choisissez quelqu'un que vous idolâtrez comme étant un leader. C'est-à-dire que c'est une personne que vous allez prendre comme exemple, une personne qui va vous aider à surmonter plusieurs épreuves. Mais c'est quoi l'objectif de l'équipe de foot dans le match? C'est de gagner. C'est de gagner, merci. Mais s'ils gagnent le match, c'est quoi l'objectif si on gagne le match? Le bon temps là. C'est vrai. Et quand on gagne le bon temps là, on va en quoi? C'est de faire toujours mieux. On peut aller dans la ligue. Voilà. Bon, c'est très bien. Ben, en fait, le leadership, je voulais d'abord vous concentrer sur ça, c'est que dans votre vie, Hesna, Younes, est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez faire? Vous avez tous des choses à faire. Une carrière, bon. Et est-ce que vous voulez réussir ce que vous voulez? Vous voulez atteindre, réussir votre désir, accomplir votre désir. Donc vous avez un objectif et vous voulez y arriver. Et bien le leadership, c'est quelque chose qui vous permet, c'est un skills qui vous permet d'atteindre vos objectifs à titre individuel, à titre collectif, au titre d'une nation. C'est comment, comme a dit Sernia tout à l'heure, construire, d'abord fixer son objectif, faire l'état des lieux de ses capacités aujourd'hui, de ressources, d'équipe, de morale, etc. Dire, voici le chemin que je dois accomplir pour arriver à mon objectif. Ce chemin nécessite des formations, nécessite de mobiliser des gens autour de moi, nécessite de mobiliser de l'énergie, la force, pour démarrer un marathon pour arriver à mon objectif. Parce que tout dans la vie est un marathon. Rien n'arrive facilement. Il faut du travail, de l'intelligence, de la persévérance, etc. Donc le leadership permet d'atteindre des objectifs. Alors il y a le leadership personnel qui permet d'atteindre des objectifs personnels. Je veux gagner un marathon, un triathlon, un biathlon. Ça c'est personnel. Mais quand on veut faire d'un pays comme le Maroc un pays de prospérité partagée, dans lequel tous les jeunes qui sont dans cette salle auront une opportunité, l'opportunité de se réaliser, d'être heureux, de bien vivre, d'avoir les moyens de fonder une famille, de se sentir en sécurité, d'avoir de la dignité, de se sentir libre, de marcher dans la rue sans se faire agresser dans la rue. Pour faire advenir ce Maroc, il faut mobiliser des centaines de milliers de personnes. Pour qu'on ait tous la même vision et qu'il y ait une poignée de gens qui vont se mobiliser pour travailler pour ça. Donc, le leadership permet de fixer des objectifs, d'avoir une vision, de mobiliser et de gagner ensemble. Voilà la définition. Donc, c'était quoi la question? Je rajouterais juste un tout petit point sur ce que vient de dire Mohamed. Faire tout ça et sans se plaindre, parce qu'à la base, c'est sans moyens, d'accord? Parce que sinon, on serait dans du management de ressources. J'ai ça, je vais faire ça, je suis payé pour ça, etc. Donc c'est vraiment faire un dérouhadchi kamel, mais plein de guerre. Pas de ressources, pas de moyens humains, mais débrouillez-vous, vous avez choisi votre vocation, que ça soit personnel, quelque chose qui concerne que vous, ou là, ça c'est la première étape, parce que pour pouvoir, on va dire, leader les autres, tu dois d'abord être leader de toi-même, tu peux pas, you should walk the walk and talk the talk, tu dois être l'exemple. Donc d'abord, c'est tout un grand travail, c'est un grand chapitre à faire sur soi. Ça peut se faire en parallèle, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir en fait, guider la communauté. Après, il y a une chose que je tiens vraiment à souligner, c'est que quand vous allez choisir on va dire, le parcours, ne vous dites pas qu'à la fin de on va dire, la mission, si vous avez pu réaliser ce que vous voulez, vous allez vous attendre à ce que les gens vous applaudissent ou là, vous dire waouh, le grand leader, ou là, si ça vient, tant mieux, si ça vient pas, tant pis, parce que ce que vous avez pu faire, c'est pas plus vous qui êtes leader d'une communauté, mais vous avez mobilisé comment tu appelles ça, c'est Mohamed, une dynamique de leadership. Alors, il n'y a pas que vous il y a vous, c'est très bien, mais vous n'êtes pas que ça, c'est-à-dire vous n'êtes rien du tout. Donc, si on vous félicite, tant mieux. Si on ne vous le félicite pas, tant pis, parce que l'essentiel, c'est le résultat, c'est ce que vous avez pu accomplir grâce à cette dynamique de leadership que vous avez pu initier. Je voudrais juste compléter sur un point important. Je sais qu'il y a des questions, mais prenons le cas de 2 leaders que je vais nommer et on va analyser la différence qu'il y a entre eux sur le résultat. J'aimerais prendre Nelson Mandela et Hitler.
Oui, très bien. Bien. Chez les vrais Nelson. Ou Nelson Mandela? Oui, très bien. Il y a eu moins de oui pour Nelson. C'est vrai. Alors, vous savez que Hitler a remonté l'Allemagne entre 1930 et 1940. Il a très très bien développé l'Allemagne, économiquement, etc., etc. Et Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Elle était en Afrique du Sud, donc elle connaît bien les chiffres. Dans un cas, elle lèche, parce que le leadership, c'est bien de mobiliser les gens pour un résultat, et les mener. Mais avant de revenir à Hitler et à Mandela, un mafiosi, c'est un grand leader qui met une grande bande de mafieux, et avec la grande bande de mafieux, ils vont voler, tuer, etc. Mais le mafieux, le patron de la mafia, alors il mobilise des compétences de leadership. Et la différence entre lui et Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, c'est que les véritables leaders vont améliorer durablement la condition de leur groupe. Durablement. Ça veut dire que si le leader veut durer, même après sa mort, Mahatma Gandhi, même après sa mort, c'est resté un vrai leader. L'Inde a continué à progresser. Mandela, pourquoi c'est un grand leader? Quand il est sorti au bout de 27 ans de prison, il aurait pu dire, bon, les Blancs, ils représentent 10%, on va les chasser. On va les chasser et il n'y a que les Noirs qui vont gérer le pays. Vous savez ce qu'il a fait Mandela en sortant de prison? Il est allé prendre le thé chez la veuve du juge qui l'a condamné à la prison à la perpétuité. هذاك السيد qui l'a condamné à la prison مشى عند مراته وسمعها تشرب اتاي قال لها لا انا مسامح. Pourquoi? Parce que si, en pardonnant aux Blancs ce qu'ils ont fait, il a créé l'union de son pays. Il n'a pas coupé son pays en deux, les Blancs d'un côté et les Noirs. Il n'a pas chassé les Noirs. Et donc il a milité pour une cause, il a passé 27 ans en prison, et quand il est sorti de prison, il a tout fait pour unir son groupe, son pays. Adolf Hitler, il a réuni son pays, mais en 1945, qu'est-ce qu'ont fait les gens qui ont gagné la guerre? Ils ont coupé l'Allemagne en deux. Si par exemple Esma est ma sœur et qu'on habitait moi dans ce quartier et elle dans ce quartier, le lendemain matin ils ont construit un mur, ils ont dit bon, à gauche c'est à l'ouest c'est une république et à l'est c'est une autre république. Pardon, je finis, je te donne la parole. Donc un leader, on peut apprendre le leadership pour être un grand mafieux, un grand tueur, mais on peut être un leader, un véritable leader, c'est celui qui mobilise pour le bien de sa communauté. L'Ibraïd el-Khair, ce qui est positif, ce qui est éthiquement acceptable, ce qui est moralement acceptable et qui va améliorer durablement la situation de son groupe, pas temporairement. Il y avait une question. En fait, c'est pas une question, c'est juste genre de contre-exemple à ce que vous avez dit. Très bien, très fort. La micro, Blaise, tu as une voix qui porte. Non, juste pour que ça puisse être enregistré. Ah, d'accord, très bien. Il y a un deuxième balai. En fait, ce que je veux dire, c'est pas sous forme de question, mais c'est plutôt sous forme de contre-exemple. C'est-à-dire que vous avez parlé vous avez défini un véritable leader comme celui qui agit pour le bien. Je dirais pas ça, je dirais que c'est juste un bon leader et ça s'arrête là. Parce que vous avez parlé de Hitler et en citant que Mandela était un véritable leader parce qu'il a fait ça et ça et ça et qu'il a réuni l'Afrique du Sud. Hitler a fait pareil. Et c'est explicable de deux points de vue. Le premier, c'est que l'Allemagne était vraiment sans dessus-dessous après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont réussi quand même en 50 ans ou 40 ans de revenir aussi forte que jamais. Donc, il a laissé cette empreinte d'avancer vers l'avant. Voilà, d'avancer vers l'avant. Parce que c'est juste improvisé, c'est pour ça que Non, merci beaucoup d'avoir fait cette je peux citer le deuxième point de vue. Vous avez parlé du mur de Berlin.
On pourrait même interpréter ce mur de Berlin, d'essayer de diviser l'Allemagne qui a été réunie par le leader qui est Hitler. Donc, en conséquence, ou bien en conclusion, on ne pourrait pas dire de Hitler qu'il est qu'il n'est pas un véritable leader. Okay. Est-ce que vous connaissez Anne Frank? C'est qui Anne Frank? C'est qui? Alors c'est à peu près ça. Alors ça c'est un film qui s'appelle Smito avec Bellucci qui était dans la prison d'Hitler. Alors Anne Frank est une jeune fille de 14-15 ans qui a écrit un journal qui s'appelle le journal d'Anne Frank. Et cette jeune fille était juive. Le monsieur qui m'a posé la question. Mehdi. Anne Frank était juive. Elle avait été plus jeune que vous. Elle est rentrée dans un camp. On l'a enfermée quelques mois. Après, on l'a mis dans un four et on l'a grillé. Et on a fait ça avec quelques millions de personnes. Des tziganes, des juifs, tous les gens, des malades mentaux, des personnes âgées. Tous les gens vous pensez qu'un leader fait ce genre de choses? Non. Non, je me dis sincèrement. En gros, un leader, dans la définition de la Harvard Kennedy School, dans toutes les définitions, c'est quelqu'un qui s'engage pour le bien. Il ne peut pas s'engager pour le génocide. Il peut pas, parce qu'un génocide, c'est par définition un racisme. Vous savez, un racisme, le sionisme, c'est le fait de considérer que les sémites sont une deuxième race. Et dans les sémites, il y a les arabes et les juifs. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, un président européen décidait de prendre tous les arabes de France, et les mettait dans un four. Et donc, vous considériez que ce monsieur-là est un leader. Donc, définitivement, non. Ce monsieur, qui s'appelle Adolf Hitler, n'est pas un leader. C'est un mobilisateur, c'est un visionnaire, mais il n'est définitivement pas un leader. Il n'est pas du tout un leader parce que, il n'a pas servi sa communauté et il a été raciste, non-démocrate, ouzid. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut... C'est une des rares lignes rouges qu'on a ici. On ne peut pas qualifier Hitler de leader. Parce que, encore une fois, il n'a pas respecté l'éthique, la morale, et il a détruit son pays pendant 50 ans. Donc ça, je m'excuse, je suis ferme pour une fois, je le suis rarement, mais ça c'est un point important. Mehdi, je m'excuse de ma fermeté. Alors, juste pour ajouter, on a aussi au lycée l'Iraqi ce qu'on appelle le système de délégation, à travers lequel les élèves de chaque classe votent pour un représentant auprès de la direction. Est-ce qu'on peut considérer faire partie de ce système comme un exercice de leadership? C'est plus qu'un exercice de leadership, c'est un exercice de politique. Parce qu'il y a tout un exercice bien évidemment, de leadership, oui, parce qu'il y aura certainement quelqu'un qui va émerger, qui va essayer de mobiliser des personnes derrière lui, qui va porter une vision, qui va peut-être faire campagne. Je ne sais pas dans le détail comment ça se passe chez vous. Qu'est-ce que font les délégués? Exactement, pour commencer. S'il y a un problème en classe, ils essayent s'il y a un problème en classe, ils essaient de trouver des solutions. Comment ils sont désignés? Des élections. Donc ils font une campagne, etc. Oui. Très bien. Et la personne qui se désigne, qui se porte volontaire, on va dire, ou candidate pour le poste, elle le fait d'une manière très volontaire. Oui. Très bien. Donc voilà. Donc là, vous avez les deux exercices. Vous avez et l'exercice, on va dire, de leadership, parce que voilà, cette personne, certainement, elle a travaillé sur elle-même, elle essaye de faire campagne, elle a des compétences en public speaking pour mobiliser les gens, elle porte une vision parce qu'elle essaie de fédérer les gens derrière elle. Donc oui, absolument. Et ensuite, on passe à l'exercice politique parce que c'est un mini-exercice démocratique où il y a des votes, où il y a une campagne, etc. Donc oui, absolument. Je vais juste compléter. Oui, c'est un exercice avant tout démocratique, parce que des élections. Mais si par exemple le délégué de classe, pendant toute l'année, il ne se passe aucun problème, tout se passe bien, finalement, il n'aura pas eu l'occasion de montrer son leadership. Par contre, le leadership apparaît quand il y a une épreuve difficile. Il y a une grève, une bagarre, un conflit. Et là, Aïdrol, pour essayer de résoudre le conflit, il doit faire preuve d'écoute,
il doit défendre ses élèves qu'il représente, l'élève en question ou les élèves, il doit écouter l'administration ou le professeur, il doit trouver une solution, améliorer les conditions pour sortir d'un problème. Mais dis, tu voulais dire quelque chose? Non? donc oui, c'est un exercice démocratique et de leadership. Je rajoute sur ça parce que c'est vraiment un super exemple pour concrétiser ce qu'on est en train de dire, si peut-être ça a l'air d'être abstrait. Et dans cet exercice, bon, il y a l'exercice démocratique, il y a l'exercice du leadership du délégué lui-même, mais il y a aussi la dynamique de leadership qu'il va créer autour de lui. C'est-à-dire que lui, à lui-même, il ne peut pas tout faire. Une classe en général, c'est combien de personnes? À peu près 30. À peu près une trentaine de personnes. Donc, si on imagine que c'est une année où tout le monde a été assez excité, où il y a eu plein de problèmes, etc., bah, à lui tout seul, s'il ne génère pas une dynamique de leadership avec lui, s'il n'a pas 2, 3, 4 personnes sur qui il peut reposer, et eux aussi ils mènent, on va dire, des mini-battles avec lui, etc., il ne pourra pas le faire à lui tout seul. Donc, il y a vraiment, ça peut être un exemple très, très intéressant à explorer. Voilà. Alors maintenant qu'on a défini et qu'on a éclairci certains points à propos du leadership, je me tourne vers vous, Asma, pour vous demander quelles sont selon vous les notions d'un bon leader et comment est-ce qu'on peut le devenir depuis le lycée. Les notions d'un bon leader. Alors, depuis un petit moment, je porte on va dire, pas une cause, mais un débat entre moi et moi-même qui est très intéressant sur une première, c'est pas une notion, mais c'est quelque chose qui est très important, qui est déjà les valeurs. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas tout le temps ou l'occasion de vraiment faire une pause, se poser et définir ses valeurs, si on est dans un parcours de leadership personnel, ou bien les valeurs du groupe, sur lesquelles il doit y avoir un consentement. Parce que on va revenir à nos valeurs, on va dire tiens, on est vraiment dans une situation qui est très catastrophique, mais la persévérance est l'une de nos valeurs maintenant. Donc on revient à ça. Donc vraiment, أول حاجة à mettre en place, que ce soit dans le parcours du leadership, on va dire dans l'exploration du leadership personnel ou la communautaire, c'est vraiment prendre du temps, même si ça a l'air d'être un exercice abstrait, philosophique, etc. Mais c'est vraiment très très important de définir ces valeurs. أشنا هما les valeurs ديالي أنا, ok, sur lesquelles je vais baser ma leadership journey, mon voyage vers le leadership. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'on a assez parlé du leadership personnel. Et sur le leadership personnel, il y a, je ne vais pas vous spoiler nos ateliers, mais il y a deux notions très importantes qui sont l'intelligence émotionnelle. Vous savez ce que c'est, l'intelligence émotionnelle? Daka al-atifi? Oui? Non? Non. Vous voulez que je vous donne un petit... Bien, très bien. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est Daka al-atifi. Donc, il y a Daka, le fait d'être smart, votre QI, je pense. Et il y a aussi l'intelligence de vos émotions. Les composantes de l'intelligence émotionnelle sont 5. Premièrement, c'est le fait de se connaître, vraiment. Quand je dis connaître, c'est vraiment ta'araf rask. Qu'est-ce qui te fait sortir de ta zone de confort, qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui te fait plaisir, etc. Donc c'est vraiment prendre beaucoup de temps à se connaître. Quand on se connaît, on peut se contrôler, on peut mieux se gérer. Ensuite, il y a l'empathie, c'est le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Il y a aussi les compétences relationnelles et il y a l'automotivation. Donc elles sont au nombre de 5 que vous pouvez éventuellement explorer, ou là si jamais on a l'occasion, Inch'Allah, de faire un atelier sur le leadership personnel, on peut vraiment bien les travailler. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a un paramètre qui est donné à tout le monde, de la même manière, d'une façon équitable. Tant qu'on est tous présents ici, c'est le temps. Donc c'est vraiment le time management. C'est c'est vraiment le truc qui est donné à tout le monde de la même manière. Et donc la différence qui peut se faire entre moi et toi, qui avons les mêmes, on va dire, moyens, ça peut être que le temps, comment moi j'utilise mon temps et comment toi tu l'utilises. Donc ça, c'est les deux composantes. Donc vous avez les valeurs, faites un bon travail sur vos valeurs, définissez-les, ensuite travaillez votre intelligence émotionnelle et ensuite maîtrisez votre temps. Un bon time management, ça, c'est pas inné, ça peut être inné si on est vraiment, voilà, le premier de la classe, il gère bien son temps, il travaille bien, etc. C'est super, mais ça ne veut pas dire que c'est pas faisable par tout le monde. Donc on peut aussi développer ça. Donc je vais m'arrêter sur ça, principalement. Si on parle d'un bon leader, qui peut bien se leader lui-même, et ensuite qui serait apte à bien gérer les autres, à bien leader les autres.
Elle a absolument raison, elle parle de leadership personnel beaucoup mieux que moi et je vous invite à assister à ces formations de leadership personnel parce qu'elle est vraiment géniale là-dessus et c'est comme ça que ça démarre. Alors pourquoi je voulais intervenir et je fais référence à ce que fait l'établissement de l'école Al-Arqi, c'est Al-Arqi père, fils et madame, c'est que avant de revenir au lycée, à votre lycée, c'est que si demain, en 2025 ou en 2030, on veut avoir notre Gandhi, on veut avoir notre Mandela, on veut avoir notre Merkel, on veut avoir notre Obama, il faut commencer à les former, il faut qu'on les forme. Et il faut en former des milliers, des dizaines de milliers pour qu'un, deux ou trois puissent émerger. Et donc ça commence très tôt, ça commence vraiment au lycée, parce qu'il faut d'abord que vous puissiez réussir vos objectifs. D'abord, moi je vous invite, au-delà de l'excellence académique qui est importante, à savoir vous fixer des objectifs au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans. La question c'est qu'est-ce que je veux être dans 5 ou 6 ans? Et à partir de là, essayez de mobiliser votre énergie, régler vos problèmes familiaux. Qui aujourd'hui dans cette salle peut dire qu'il n'a pas de problèmes familiaux? Quelqu'un n'a pas de problèmes familiaux entre ses frères et sœurs, ses parents, ses cousins? Non, personne. On a tous des problèmes familiaux à gérer qui nous dérangent. Ça nous dérange dans nos émotions, donc dans notre concentration. Mais toute notre vie, on aura des émotions à gérer, d'où la gestion émotionnelle. Il y a des choses qui arrivent dans le temps, on n'arrive pas à gérer son temps, qui nous tombe dessus, quelqu'un qui nous appelle, ta mère ou ton père qui te demande de faire quelque chose. Donc il faut apprendre à très bien gérer son temps. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'il faut investir dans votre leadership personnel pour l'instant. Juste votre leadership. Investissez en vous-même. Pendant les 10 prochaines années, j'avais presque envie de dire, oubliez le Maroc, investissez en vous. Devenez riche, très très riche en compétences. Et en vous enrichissant vous allez enrichir le Maroc. C'est pour ça que Tizi travaille depuis des années pour enrichir le Maroc de ses jeunes. Et je voulais donner la parole rapidement à Siouns parce qu'il m'a parlé de quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est les 7 principes de l'école que j'ai lu pour la première fois avec vous et qui me semblent extraordinaires parce qu'elles sont en ligne avec les valeurs de Tizi. Alors si Younes, est-ce que vous pouvez nous rappeler les 7 principes de l'école Al-Arqi? Bien, bonsoir. En fait, avant de faire cela, j'aimerais tout simplement dire que, ce que Tizi fait depuis 2011, l'établissement prétend et essaye de le faire depuis sa création en 83, et nous considérons être une pépinière justement de formation de leaders et de personnes en principe engagées. Je vais partager avec vous en fait autre chose avant de partager les principes que je me garderai vers la fin de la conférence, vu que j'ai peut-être d'autres petites choses que j'aimerais aussi partager avec l'audience, mais j'aimerais partager avec vous notre slogan, le slogan de l'école, qui résume à lui seul la philosophie, l'état d'esprit de l'établissement dans toutes ses dimensions. Et notre slogan, c'est quoi déjà? Voilà. Et donc là c'est un slogan justement qui s'applique à chaque personne. C'est un slogan qui à lui seul est intemporel, qui nous permet et qui permet justement aux élèves de se recréer, de se réinventer au quotidien et d'aller chercher le meilleur en eux-mêmes d'une manière continue. Qu'ils soient ici à l'école, depuis la maternelle, vous allez trouver des jeunes, enfin des enfants, des petits de 3 ans, 4 ans qui vont vous dire « Je suis un aiglan et demain, je serai mieux qu'aujourd'hui ». Ils vont vous le dire comme ça, vous voyez. Donc, et c'est cet état d'esprit qui est inculqué aux jeunes, justement. Et mon directeur adjoint aujourd'hui, qui est présent parmi nous, et je le cite en me rappelant en fait un de ses camarades de classe
lorsqu'il était au lycée, je leur avais dit textuellement en 2003, peut-être 2003, quand vous étiez encore en première année, donc première année bac, donc 2003. Voilà. Donc je leur avais dit, écoutez, je ne serai tranquille que lorsque l'un d'entre vous, en disant vous, c'est-à-dire l'un des élèves de l'établissement, serait Premier ministre au Maroc. Donc pour dire qu'effectivement, nous prétendons former justement le futur Rendi. Ou une présidente du Maroc. Bon, oui, absolument. C'est encore mieux. Ce serait encore mieux. Ce serait encore mieux parce qu'effectivement, quand on transmet des valeurs à une femme, on est sûr d'éduquer toute une famille. Et c'est effectivement très très important. Et ce n'est pas pour rien que d'ailleurs dans les activités du débat, on va dire que peut-être 80% c'est des filles et 20% c'est des garçons. Donc, et c'est tout à leur honneur de toute façon. Donc je me garde de partager les principes de l'école jusqu'à la fin des questions peut-être des animateurs de cette conférence pour pouvoir à la fin peut-être avoir une discussion qui va pouvoir, on va dire, to wrap up et résumer un petit peu tout ce qui aura été dit aujourd'hui et qui sera dans la lignée de la philosophie de l'école, effectivement. Merci beaucoup. Juste une petite anecdote par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre. Ça se passe dans une crèche, dans une maternelle en Allemagne. Dans une petite maternelle, et donc la maîtresse demande à tous les élèves, qu'est-ce que vous voulez devenir? Alors il y en a un qui dit, moi je veux devenir médecin, moi je veux devenir ingénieur, moi je veux faire de l'automobile, etc. Et il y a un garçon qui dit, je veux être chancelier d'Allemagne. Alors il y a son voisin qui se tourne vers lui et dit, mais tu es fou, chancelier c'est un métier de femme. Parce que la chancelière d'Allemagne, ça fait 15 ans que c'est Angela Merkel. Et donc pour eux, être chancelière, chef de l'Allemagne, ça ne peut être que les femmes qui peuvent l'être. Donc cette jolie blague veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la conviction que dans Tizi, que le mujtama al-maghribi fait 50% العيالات و 50% الرجال. ولكن عمليا في الساحات اللي كاينه اكثريه الشركات في السياسه في كل شيء les femmes ne représentent que 10 à 15%. Alors que vous représentez, comme a dit Sil Araki, plus que la moitié. Parce qu'une femme, c'est une mère qui va transmettre à ses enfants. Et donc, les femmes, mesdames, mesdemoiselles, vous devez prendre conscience que le Maroc a besoin de vous. Parce que si vous voulez changer les choses au Maroc, vous croyez que les gentils hommes vont les changer, les hommes vont les changer pour les femmes? Quand on veut quelque chose, on le change soi-même. Et vous êtes suffisamment nombreuses, suffisamment fortes, suffisamment... Vous prenez des initiatives que vous pouvez demain... Aujourd'hui, être ministre n'est plus un horizon pour une femme. Il y a des femmes qui sont ministres. Mais comme a dit Céline Alaqi, il faut que chacune d'entre vous puisse rêver, elle ou pour sa fille, qu'elle devienne chef du gouvernement du Maroc. Vous, les femmes, doivent arriver, alterner, une fois sur 2, une fois sur 3, diriger ce pays. Et là, elles vont défendre leurs droits à ne pas être agressées dans la rue, et tous les droits dont je ne vais pas parler, mais qui sont nombreux. Vous devez vous sentir aussi libre dans une rue de Marrakech qu'une rue de Barcelone. Et, hein? Bon, mais disons que vous devez... Ouais, voilà, ou une autre ville européenne. Allez, Oslo. D'accord? Donc, mesdames, vraiment, vous devez avoir conscience. Moi, Madame Laraqi, elle est là. Moi, je pense qu'elle a joué un rôle moteur dans la création de ce groupe. Probablement que sans elle, ce groupe n'existerait pas. Ce groupe exemplaire. Je ne le fais pas pour faire plaisir au Laraqi, hein. Voilà. Donc, cette école existe grâce à une femme. Alors, Mohamed Alami Barrada, vous faites partie du plan emploi du gouvernement Saadine Letmani. Vous êtes donc très impliqué à apporter du changement bénéfique au pays, plus précisément à la jeunesse marocaine. Comment pensez-vous que le leadership politique, qui est votre spécialité, peut apporter du changement bénéfique à la jeunesse marocaine? Merci. Comme on parlait de la place des femmes dans la gouvernance, il faut parler de la place des jeunes. C'est Mziane qui suit la conférence d'une oreille et qui travaille de l'autre, parce qu'il a du travail à rattraper. C'est Mziane et les gens de sa promotion doivent savoir
que si on veut que la situation des jeunes change dans ce pays, ben, ils doivent aller à la gouvernance. Parce que je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée il y a un mois. واحد النهار على بدو عليا في وزارة التشغيل باش نحضر واحد الاجتماع على الأنماط الجديدة للعمل, les nouvelles formes de travail. Le télétravail, le travail à domicile, le travail à distance, les gens qui font du dropshipping. Vous savez ce que c'est que le dropshipping? Tout le monde savait. Dans la réunion, personne ne savait ce que c'était. Donc dans cette réunion sur les nouvelles formes de travail, il y avait 30 personnes. 80% d'hommes, bien sûr, 20% de femmes, où tu as les nouvelles formes, les nouvelles formes, les nouvelles formes. Tu as une certaine chose fait. Qu'est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Les nouvelles formes de travail que vous étudiez pour changer la loi, elles s'adressent à qui? Il me dit pour les jeunes. Très bien. Comme les jeunes, c'est les jeunes qui sont nés après l'an 1990, mais comme 2000. Parce que 2000, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 19 ans dans la salle. Comme c'est les gens qui sont nés après 1990. Oui, qui ont entre 20 et 29 ans. Est-ce que les gens qui sont nés après 1990 peuvent lever la salle? Sur les 30 personnes, il y en avait un d'aller. Ça veut dire que les jeunes ne sont pas représentés dans les gens qui prennent des décisions. Ils n'y vont pas, parce qu'ils n'y croient pas, parce que pour eux, comme a dit Esma, ça sert à rien, etc. Eh ben non, et j'aurais dit, il faut faire une réunion avec des jeunes. J'ai rassemblé 15 jeunes qui font du dropshipping, qui sont infographistes, qui sont graphistes, qui font de la vidéo, etc. Ils ont découvert plein de mots. Ça existe, ouais, ça existe. Ils ont découvert. Donc, quand j'ai démarré Asset Al-Hukuma, j'avais 37-38 ans. Donc j'étais encore jeune à l'époque. Là, je viens de faire 40 ans, donc je démarre dans la catégorie des vieux. Je suis un baby vieux, un baby. Mais donc j'ai démarré en tant que jeune et je voulais faire porter la voix des jeunes au gouvernement pour dire non, ça marche pas, vous prenez pas en compte les jeunes, etc. Et l'idée, c'était de représenter les jeunes, même si j'étais un vieux jeune. Et deuxièmement, c'était pour effectivement créer une dynamique. Et je vais vous parler d'un projet sur lequel on travaille, sur lequel travaille le Hukuma, qui j'espère sortira en 2020, que Esma connaît, que Brahim connaît, qui s'appelle Mithaq al-Ajyal. Ma huwa Mithaq al-Ajyal? Mithaq al-Ajyal, c'est un projet de dynamique, de leadership intergénérationnel. Mehdi va nous expliquer ce que c'est qu'une dynamique. Je dis depuis que Lyon, Yallah, pas Mehdi. Qu'est-ce que c'est qu'une dynamique de leadership intergénérationnel? Ouais, ou non, Mehdi? Une dynamique de leadership intergénérationnel pour les jeunes. Allez. Un processus qui vise à rassembler les générations, c'est-à-dire les vieilles personnes. Pas dire les vieux. C'est ce qui vise à rassembler. Pourquoi? Et les jeunes. C'est absolument ça. Merci beaucoup. Pour une visée. Absolument. Je ne pouvais pas mieux le décrire. Donc c'était un processus qui consiste à rassembler les plusieurs générations, les gens qui ont 20 ans, les gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à 70 ans, pour se mobiliser pour l'emploi des jeunes. Typiquement, Mehdi, Inch'Allah, à 23 ans, 24 ans, il sera diplômé d'une grande école d'ingénieurs. Polytechnique, Inch'Allah. Il sera diplômé de Polytechnique ou il trouve les doigts à l'Akhdema. Mais il se dit, je vais envoyer mon CV, ou alors qu'il se serait bien que je me renseigne sur les bonnes entreprises. Mais il va se renseigner avec qui? Eh bien, il va se renseigner, il va trouver des seniors qui ont 40, 50, 60 ans, qui vont donner de l'information. Qui vont lui dire, voilà, il y a les secteurs qui fonctionnent, etc. Les secteurs, c'est bien, mais il y a les patrons. Parce que quand vous allez travailler, gardez ça très très bien en tête. Choisissez d'abord votre premier boulot, choisissez un bon patron. Parce que le bon patron, ça sera comme votre mère et votre père. Il va vous apprendre à bien travailler. Donc, ce jeune polytechnicien qui m'a dit, Egolo, écoute, tu vas aller chez, je sais pas, OCP, ils ont un très bon patron.
Ou là, tu vas aller chez... Attention, ne va pas dans cette boîte parce qu'ils ont un mauvais patron. Donc, il va te donner des conseils. Et après, une fois que tu vas rentrer dans cette boîte, eh ben, tu auras des gens qui ont 40-45 ans qui vont te faire des transferts de connaissances. Donc, le Mitaq al-Ajyal consiste à créer une dynamique de solidarité entre les générations. À véhiculer l'expérience. Pardon? À À véhiculer l'expérience. Et les réseaux. Les réseaux, c'est quoi les réseaux? Les contacts. Demain, à 30 ans, tu vas sortir, tu vas créer ta boîte. Tu vas vendre un service. Mais tu as besoin de vendre à des clients. Eh bien, s'il y a quelqu'un de 45 ou 50 ans, il va t'aider à décrocher des rendez-vous pour vendre ton produit. Donc, aujourd'hui, en rentrant, pas le Hukuma, mais en travaillant pour le chef de gouvernement, j'essaie de représenter les jeunes pour qu'ils aient une voix. Et je dis attention, je tire la sonnette d'alarme ou je donne de l'information, etc. Et deuxièmement, j'essaie d'insuffler des dynamiques de leadership dans les nouvelles politiques publiques dans les jeunes. Merci beaucoup. Alors, le sujet de notre conférence ce soir tourne autour du leadership chez les jeunes. Il est difficile de ne pas penser à maintes égards à une certaine jeune fille de 16 ans, une éco-militante suédoise qui a suscité une grande importance chez les représentants de certains pays, tandis que d'autres politiciens n'adhèrent pas tellement à ses propos et insinuent qu'elle est manipulée ou influencée par des organisations. J'ai nommé Greta Thunberg. Pensez-vous que cette dernière est un modèle de jeune leader à suivre? Je pense qu'il marche celui-là. Ça va, vous m'entendez? Ok, très bien. La vérité, j'ai suivi, on va dire, pas de près, mais j'ai suivi un petit peu la polémique qui a été, on va dire, un peu créée autour de sa cause. Je ne pourrais pas dire si c'est un bon ou un mauvais modèle, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des super modèles, super médiatisés pour, on va dire, pour donner l'exemple à nos jeunes aujourd'hui. Je ne remets en aucun cas son militantisme ni sa cause, et c'est super. C'est quelqu'un déjà qui a 16 ans, a pris la parole en face de tout le monde, dans les médias, qui a défendu sa cause, etc. Et ça, c'est rien que ça, c'est super. Mais est-ce que le modèle, il est applicable? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de notre pays, si on parle du Maroc, de Marrakech, de là aujourd'hui à l'Iraq, on doit donner des exemples qui sont pas facilement, qui sont plus ou moins très, très proches. C'est des exemples qui nous représentent. Pour prendre un exemple pareil, ça reste assez loin. Je ne dis pas que encore une fois, je ne dis pas que c'est un mauvais exemple, mais je peux dire qu'on peut trouver mieux, mais plus modeste. Plus modeste, c'est-à-dire pas super médiatisé, etc. Moi, aujourd'hui, quand j'ai été contactée par Sarah ou l'Arbi qui a créé toute cette dynamique, ou tous les jeunes qui ont porté la dynamique Tizi au sein de l'Iraq, pour moi, ça, c'est des exemples qui sont encore plus pertinents, qui me font plus chaud au cœur et à qui je crois plus parce que je les connais, je les côtoie et je suis fière d'eux, vraiment. Et qu'on peut vraiment bien mentorer, et avec qui on peut donner les exemples. Donc, prendre la parole en public, porter une cause, faire face aux médias, savoir parler, c'est bien, mais pour moi, ça reste des skills. Et je ne connais pas trop le cas pour pouvoir dire si c'est un très bon exemple ou pas. Donc, je ne pourrais pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Par contre, ça serait super si on peut mettre les projecteurs sur les exemples qui sont là et desquels on est fiers aujourd'hui. Voilà, donc félicitations. Juste pour compléter. Donc, premier point très important qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est choisissez bien votre premier patron, Inch'Allah. Choisissez pas un salaire, choisissez pas une boîte, choisissez un bon patron qui va vous former. Maintenant, deuxième enseignement important dont je voudrais vous faire part, c'est le suivant. Pour revenir à Greta, moi je la connais pas du tout. Sarah, est-ce que tu veux en parler? Écoute, je connais pas du tout. Vous posez la question. L'incarnation. Bon, une jeune femme. Mademoiselle, vous appelez comment? Soraya. Alors, Soraya, qu'est-ce que c'est que l'incarnation d'une cause? L'incarnation. C'est quand on donne à la cause une... J'ai perdu le mot. Mais le geste est bon. Le geste est bon. Hein? C'est quand on donne à une cause sa propre... Matérialité. Oui. Fais-la simple, parle de ton expérience au sein de ton club environnement et tu vas en rêver. C'est un peu... Qu'est-ce que fait le club? C'est
contribue à inculquer les valeurs du recyclage, de l'environnement au sein de l'établissement, mais cette année c'est aussi au sein de la société, disons, vu nos actions et nos activités cette année, vu que la première c'était de généraliser la marche verte en initiant une action qui était un citoyen, un arbre, c'est-à-dire qu'on a incité chaque personne dans l'établissement, mais aussi en dehors de l'établissement à juste planter un arbre ou une plante et nous envoyer une photo sur le groupe WhatsApp. Et notre objectif, c'est de globaliser, enfin, d'année en année, c'est de globaliser et de donner au projet de plus grandes proportions. Et voilà, la deuxième, ça sera aussi une activité avec de Richebourg. Donc voilà, on essaie au maximum de globaliser et inculquer ces valeurs à tout le monde, pas seulement à notre petite société qui est notre école. Donc je reviens aussi au sujet. L'incarnation de la cause, c'est donner à une cause sa vraie... enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais enfin, ça... Alors je vais t'aider. Oui. Tu viens d'incarner la cause de l'environnement chez Voilà. la LAC. Voilà, donc merci beaucoup de l'avoir dit. Alors incarner, ça veut dire que si vous voulez défendre demain une cause, si elle n'a pas un visage souriant comme celui de Soraya ou fort comme celui de Mehdi, un visage, une voix, hein, une cause a besoin d'avoir un visage. Elle a besoin d'avoir une voix. Et quelqu'un qui est ce qu'on appelle positively provocative. C'est quelqu'un qui est positivement provocateur. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui c'est quelqu'un qui va provoquer, mais de manière positive. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est quand on veut défendre une cause. Quand on a voulu défendre la cause, par exemple, au Maroc, pour parler de choses très concrètes, je ne vais pas parler de Hajar Reissoni, mais ou de les causes qu'on a eues. L'éducation avec Malala. Donc Malala était le visage de l'importance de l'éducation dans les pays en développement. Prenons des causes au Maroc, comme... vous ne connaissez pas le Harouchi, l'éducation. Qu'est-ce qu'on a comme aujourd'hui? Des incarnations importantes. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous vous battez pour une cause demain, quelle que soit la cause, comme l'environnement, les enfants du douar, la protection l'aide aux aveugles, la lutte contre le cancer du sein, etc., merci. Il faut qu'il y ait un visage qui incarne cette cause. Il faut le construire. Ça se construit. Ce qu'on appelle le personal branding. On va marketer sa marque. Sa personne. Sa personne devient une marque. On ne le fait pas parce que ça flatte l'ego, parce que c'est agréable, etc. Parce que si on veut incarner la cause, si on veut que la cause réussisse, il faut instrumentaliser son image. Ça devient l'instrument de la cause. Donc vous aussi, n'hésitez pas à vous construire des images de marque. C'est pas être populaire au lycée, se faire draguer, etc. C'est pas ça. C'est j'ai une cause importante, qui me semble importante. Je vais souvent en parler. Je vais faire très souvent en parler avec cœur, comme tu viens de le faire avec des arbres, etc. Les arbres pour planter les arbres, etc. En parler avec cœur et en parler très souvent. Et on incarne la cause. Et après, les gens se rappellent de la cause et elle peut se développer. Je vais finir sur une dernière chose. En 2003, il y a eu un changement de constitution sur la Moudawana. Vous savez que jusqu'en 2003, une femme au Maroc n'avait pas le droit de demander le divorce. 15 ans plus tôt, il y avait des femmes qui étaient mariées, qui étaient malheureuses, qui voulaient quitter leur mari et qui ne pouvaient pas quitter leur mari. Et elles ont souffert terriblement. Elles se sont battues pendant 10 ans, pendant 15 ans, pour que les autres femmes puissent demander le divorce. Ça a duré 15 ans. Et il y a eu un visage, Latifa Bouhassini, qui s'est bagarré pour gagner ce droit. Parce que l'égalité en droit, c'est qu'on puisse choisir de vivre ensemble et choisir de se séparer. Donc il y a des femmes qui ont incarné cette cause pendant 15 ans et qui ont réussi à obtenir cette égalité. Si vous voulez vous battre pour d'autres égalités ou pour d'autres droits, il faut les incarner et ne pas hésiter à donner de votre corps, de votre image, de votre sueur, pas de votre sang. Asma, vous étiez présente lors à Casa, lors du Moonshot Youth Festival, et vous avez animé un workshop sur le self-management, leading yourself. Pensez-vous que le leadership personnel
peut influer ou comment peut-il influer sur ce qu'on appelle le community leadership? Ça complète un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas, on va dire, prôner ce que vous n'êtes pas. Et donc, si vous voulez être leader, si vous choisissez ce chemin-là, très bien. Si vous voulez incarner une cause, comme ce que vient de dire Si Mohamed, si vous voulez contribuer à l'amélioration des conditions de vie d'une communauté, pas au détriment de l'autre, il faut d'abord que vous fassiez ce point sur vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que vous puissiez vous explorer. Alors, moi, le truc, c'est que c'était la vérité, Zema, pour ne pas rentrer dans des cas, Zema, je vous raconte juste un cas des histoires, mais moi, le point sur le leadership personnel, c'est l'expérience de la présidence de Tizi qui m'a poussée à le faire, parce que à un moment, surtout, bon, j'ai Hasna qui me fait un petit sourire, parce que peut-être qu'elle l'a vécu avec moi, mais à un moment, les choses, c'est pas qu'elles devenaient ingérables, mais moi, je devenais pas gérable. Mon énergie, je savais pas la gérer. Mon temps, ça allait dans tous les sens. Et je voyais un objectif qui, pour moi, n'était pas, j'imaginais l'expérience, mais je l'imaginais pas aussi, pas pénible, mais pas aussi challengeante que ça. Donc je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose que j'ai constamment cherché, c'est l'autre. Au début, les premières fois, c'était, ouais, c'est pas de ma faute, c'est toujours la faute aux autres. Et je vais appeler Si Mohamed, je vais dire, ouais, mais ça se passe, il y a un truc qui se passe. Donc c'était vraiment une boule d'énergie qui allait dans tous les sens. Alors que c'est pas que le problème, mais la source de tout ça, c'était moi. Donc je devais d'abord faire ce point. Donc j'ai pris du recul, j'ai fait un point avec moi-même. Je me suis dit voilà tes moyens, voilà les points que tu dois améliorer, voilà ce que tu sais faire. Prends un souffle, respire, revois tes valeurs, ok, parce que ça va être ton guide durant tout le long de ce parcours, de cette expérience. J'ai découvert ce que c'était l'intelligence émotionnelle, donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai beaucoup entendu des podcasts, j'ai vu des vidéos, j'ai fait des formations en e-learning sur le sujet. Pour moi, quelqu'un qui gérait son agenda, et quand j'appelais Si Mohamed pour lui dire est-ce qu'on peut se parler, il me dit non, mais tu sais quoi, on va le faire à 18h. Je pensais que c'était de la yaqa, que Si Mohamed ne voulait pas me parler, ou la chihaja, alors que c'était que du time management, que effectivement le CID il est occupé, on va avoir un call à 18h, ou là, quand quelqu'un te disait ouais, ça te dirait qu'on prenne un café, et que le gars il sort son agenda, il commence à vouloir placer ton café, tu te dis mais il se prend pour qui? Ben non, il se prend pour rien, il se prend pour lui. C'est du time management, et il a des priorités, et il classe bien, enfin il organise bien son temps, etc. Donc c'est définitivement quelque chose de très important. Après, le problème, c'est que, enfin, ce n'est pas le problème, rien n'empêche qu'on peut faire les deux en même temps, ou là qu'on peut explorer les deux en même temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit d'abord faire ça et ensuite faire ça, mais il faut absolument faire les deux en même temps, parce que sinon, comme ça a dit Si Mohamed, le leadership personnel, c'est quelque chose qui te permet aussi de gérer ton équilibre personnel, ta famille, ton foyer, ta personne à toi-même, etc. Donc, si à un moment tu perds les pédales Fadl Qadia, bah, le lendemain, il y aurait personne pour porter ta cause. Donc, c'est très important. S'il vous plaît, j'ai juste une petite question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, vous avez dit que pour être un leader, il faut se fixer des objectifs qui vont concerner le futur de chaque leader. Sauf que mon père à moi, il me dit souvent, toujours, pour ne pas dire toujours, que quand je lui parle de ce que je vais faire après le bac, il me dit arrête de penser au futur, pense à l'instant présent, pense à ce que tu vas faire aujourd'hui, parce qu'au final, c'est ça qui s'en va avec le temps. Donc j'aimerais juste savoir si cette mentalité ou cet esprit peut être aussi considéré comme un esprit de leader. Voilà. Il n'a pas raison et il n'a pas tort. C'est un peu délicat à expliquer. Alors, il y a une grande différence entre mettre ses objectifs, d'accord, et mobiliser son énergie actuelle pour les objectifs futurs. Je m'explique. Il y a une notion très importante que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle mindfulness. Mindfulness, c'est le fait de vraiment mobiliser son énergie pour l'instant présent, c'est-à-dire que tu es dedans, tu es en train de préparer tes examens ou là, je sais pas, ton bac ou là, peu importe, ton énergie physique, mentale et émotionnelle, elle est dedans. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des objectifs,
Mais je pense que ton papa, peut-être, hein, je ne suis pas sûre je ne connais pas vraiment en détail sa vision, mais c'est peut-être de dire, c'est peut-être pour t'épargner le malheur d'avoir avec le stress continu pour merde, et qu'est-ce que je vais faire après. Voilà, parce qu'aujourd'hui, enfin, les jeunes, la majorité des jeunes, ils sont tellement perturbés par le futur qu'ils finissent par rien faire. Exactement, absolument. Il a tout à fait raison dans la mesure où ton énergie, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir des objectifs. C'est bien de les avoir, mais ton énergie, ton émotion, tout ce que tu as, tu dois le mobiliser pour réaliser tes objectifs concrets aujourd'hui, etc. Donc c'est vraiment une question de gestion d'énergie. J'ai mes objectifs, très bien, mais je ne vais pas stresser parce que le fait que je vais stresser, ça ne va rien changer. Voilà. Ça ne va pas faire que ça va se réaliser ni quoi que ce soit, ni que ça ne va pas se réaliser. Donc c'est un futur, ça arrive à petits pas, très très bien, mais il faut vraiment pouvoir se concentrer et optimiser son énergie sur l'instant présent. Merci. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des objectifs après. Merci. Je vais juste compléter. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Esma. Juste un petit point. Je pense qu'effectivement, il faut s'arrêter 10% de son temps à penser à l'avenir. 10 à 15%. Ça veut dire, la jeune fille qui a pris la parole s'appelle comment? Doha. Tu es en quelle classe? Première année de bac. Donc très bien. Donc Doha, tu dois essayer de savoir quels sont les métiers qui te plaisent. Est-ce que tu veux être dans des métiers très humains, des métiers commerciaux, des métiers très scientifiques, des métiers tourisme, des métiers de recherche scientifique. Et tu dis, voilà, moi, après dans 5-10 ans, je vais être à peu près là, la direction. Parce que si tu veux faire de l'ingénierie comme Polytechnique, comme Mehdi, ou tu veux faire de la conscientisation environnementale comme Soraya, ça ne mobilise pas les mêmes compétences et les mêmes matières scientifiques. Si on veut faire Polytechnique, il faut être très bon en maths. Si on veut demain faire de la conscientisation sur l'environnement, il faut être bon en biologie et en français. Et donc, ce que tu veux être demain va conditionner ton énergie aujourd'hui. Donc il faut plus ou moins connaître la direction dans laquelle tu veux aller, mais tu consacres 10% de ton temps. Et 90% de ton temps, il n'y a pas de secret. Il faut travailler aujourd'hui. Et sincèrement, il n'y a que le travail qui paye. Et moi, je suis un peu plus âgé que vous. Je vois que les gens il y a la chance qui est importante, l'intelligence, mais le travail permet quand même de garantir pas mal de choses. Donc quand ton père te dit pense à ton bac, c'est ça. Quand tu dis passe à ton bac, ben, il n'a pas tort. Je peux vous raconter une petite histoire personnelle. Bon, vous aimez bien ça. Bon. Je ne sais pas si elle va vous intéresser, mais elle est assez drôle. Quand j'étais en 3e, quand j'avais 14-15 ans, je faisais 125 ou 130 kilos et j'étais roux. Petit, gros et roux. Et donc, roux. Ah d'accord, j'avais plus de cheveux. Hein. Et donc à l'époque, bon, je travaillais bien parce que les filles ne faisaient pas attention à moi. Je travaillais très bien. Et donc, entre la 3e et la seconde, entre 15 et 16 ans, ma mère m'a fait un super régime et j'ai perdu 30 kilos. Contre le lycée, j'ai perdu 20 ou 25 ou 30 kilos. Et vous dites, etc. Et donc, les filles commencent à me regarder. Et comme les filles commencent à me regarder, pendant 1 an, en seconde, mais les résultats, ils ont chuté. Et ils ont chuté. Et en première, comme Doha, واحد النهار الوليد عيط لي في البيت ديالو قال لي جاي ولدي اجي قال لي شوف tu peux continuer à papillonner comme ça. Papillon, c'est les butiner sur chaque fleur. Ouais, je faisais que regarder les fleurs à l'époque. Hein. Ouais, et les fleurs. Tu peux continuer à papillonner toute ta vie. ولكن quand tu auras 25 ans, 30 ans, 40 ans, راه ما دير والو في حياتك بحال القرايه مهمه. حيت علاش ton bulletin quand tu vas vouloir postuler pour une fac ou pour une prépa en terminale, tu n'auras pas encore ton bac. Ils vont te demander quoi? Ils vont te demander ton bulletin de première et ton bulletin de premier trimestre de terminale. Et s'ils ne sont pas bons, tu n'auras pas une bonne prépa, tu n'auras pas une bonne école, tu n'auras peut-être pas un bon stage, tu n'auras peut-être pas un bon boulot, et tu vas gagner un petit salaire et être dans une petite entreprise. Et d'abord, concentre-toi sur خدمتك وخدم
la vérité, je l'ai écouté. Je l'ai écouté et j'ai beaucoup travaillé. J'ai plus regardé les filles. Je me suis concentré 2 ans et j'ai travaillé. La vérité, j'ai beaucoup travaillé et ça m'a permis d'avoir un bac avec une jolie mention. J'ai eu 13,5 ou la 14, mention assez bien. J'ai fait une bonne prépa. J'ai fait une bonne école de commerce. Alhamdoulilah, je suis rentré, j'ai trouvé de bons stages en France, de bons stages qui m'ont bien formé. J'ai eu de très bons patrons en stage. Après, je suis rentré, j'ai des opportunités. Donc, Doha, je pense que la vérité, pense à ton avenir, consacre 10 à 15% de ton temps, mais travaille. Il est communément connu que pour être un bon leader, il faut savoir susciter l'engagement du public et mobiliser la communauté. Comment pensez-vous qu'on peut gagner cet engagement? Comme a dit Mohamed tout à l'heure, il faut incarner sa cause. C'est-à-dire, quand on parle de mobilisation d'INS, ce n'est pas la mobilisation d'INS autour de votre personne. Vous n'êtes pas on va dire un joueur de foot, l'INS, etc. C'est pas ça. C'est vraiment d'abord leur donner une cause. Et puis, comme la mémoire elle est assez visuelle, comme il a dit, les gens, quand ils vont vous voir, ils vont se rappeler de cette cause. Ça, c'est première chose, c'est qu'il faut vraiment parler sa cause, pas H24, mais le plus vous parlez de votre cause, le mieux c'est. Après, la deuxième chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment walk the walk and talk the talk, c'est vraiment d'être l'exemple. Walk the walk, tu marches la marche et tu parles la parole. And talk the talk. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire lead by example. Ça veut dire vraiment être là, tu m'as confus du coup. Ça veut dire être l'exemple. La marche et... En fait... Alcieuse va nous aider. Allez-y. Ah pardon, oui, c'est l'inverse, pardon. Exact. L'exemple réel, c'est le walk the talk, ça veut dire marcher ce que vous dites. Exact. Quand vous dites des choses, il faut les faire. Il ne faut pas juste parler pour parler. C'est walk the talk. Donc il faut, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas juste le dire, mais il faut walk the talk. Et merci beaucoup. Je pense que moi, ça fait longtemps que je dis ce que je viens de dire, la walk the walk, c'est-à-dire que quand tu dis aux gens aussi, comment je le perçois moi, peut-être que je l'avais, mais quand tu demandes aux gens de marcher, tu marches avec eux. You walk the walk. Et quand tu leur demandes aussi de prôner ta cause, tu fais la même chose. En tout cas, pour résumer tout ça, c'est vraiment d'être l'exemple. Les gens ne vont pas se mobiliser derrière vous si vous êtes en train de leur donner des instructions et de prêcher un discours que vous ne représentez pas. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'êtes pas un manager, vous n'avez pas des gens qui vont allez, fais ceci, fais cela, ça serait bien qu'on fasse cela, et vous n'êtes pas l'exemple de ce que vous faites. Donc vraiment, s'il y a un secret, il y en a beaucoup, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais la première chose, c'est que vous soyez exactement ce que vous prêchez et que vous portez votre cause, mais vraiment entièrement. Voilà. Toute bonne chose a une fin et nous voici à la fin de cet échange gratifiant. Avez-vous un message à adresser aux jeunes ici présents avec nous? Je pense que je vais laisser Mohamed d'abord et ensuite. D'abord, je suis très très heureux de vous écouter parce que quand j'entends Soraya, Doha ou le Mehdi ou la Arbi faire les discours, je me dis waouh, les jeunes ils sont top, la relève est assurée. C'est grâce aussi un peu à votre école, mais vraiment, alhamdoulilah, le terrain est fertile. Le Maroc, nous on va y contribuer, mais vous allez y contribuer aussi. Et donc vous avez un rôle à jouer. Jusqu'au 20 février 2011, on pensait que les jeunes ne pouvaient rien changer. Mais le 20 février 2011, des dizaines de milliers de jeunes comme vous sont sortis. Dans toutes les villes du Maroc, ils ont réclamé du changement, comme en Tunisie, comme dans d'autres pays. Et 13 jours plus tard, même pas, le 9 plus 8, c'est à peu près ça, c'est 17 jours plus tard, le roi fait un discours en disant « Je vous ai entendu, il y a une nouvelle constitution qui sort. » Et le pays s'est un peu amélioré. Pas suffisamment, on est d'accord. Donc on a pris conscience que les jeunes au Maroc peuvent changer les choses. Donc vous, sachez que le Maroc de demain ne va pas changer grâce à vous. Le Maroc après-demain, il ne va pas changer grâce à vous. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si le Maroc est plus beau,
ça sera grâce à vous aussi. Mais si le Maroc est pire, je m'excuse de vous le dire, ça sera à cause de vous. Donc vous êtes responsable de votre Maroc. C'est votre Maroc, c'est votre pays. Et ce n'est pas les autres qui en sont responsables, c'est chacun de vous. Alors, si j'ai des messages à passer, je vais reprendre les 3 que j'ai donnés. Le premier que j'ai donné à Doha, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a du travail et de la sueur. Du travail et de la sueur. Il faut travailler. Travailler, se concentrer. Mindfulness, ça veut dire être présent totalement. Quand vous êtes sur votre WhatsApp ou sur votre Facebook, soyez très concentré sur votre WhatsApp et votre Facebook. Ne parlez pas à votre mère en attendant. Mais quand on va parler à votre mère, quand vous faites vos devoirs, concentrez-vous sur vos devoirs. La concentration, elle est fondamentale. Travaillez en étant concentré. La concentration. Message numéro 1. La concentration et le travail. Le message numéro 2, c'est trouvez-vous de bons modèles, de bons patrons, de bons leaders qui vont vous inspirer. Moi, j'ai eu des leaders qui m'ont inspiré. Et je me suis dit, je vais faire comme eux. Je sais qu'Asma a eu des leaders aussi. Des modèles qui l'ont inspiré. Elle pourra peut-être vous en parler. Donc, trouvez des gens qui vous voulez ressembler, qui ne sont pas très loin de vous, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre lycée, dans votre école, dans votre pays, ou allez les chercher plus loin. Mais quelqu'un qui vous inspire. Waouh, j'ai envie de faire comme lui. Et 1, donc travailler et se concentrer. 2, trouver de bons leaders qui nous inspirent. Et 3e, trouver de votre cause. Vous avez 10 ans pour ça, 10-15 ans pour ça. Trouvez les causes que vous voulez avoir pour vous, pour le pays, pour l'environnement, pour la planète, et incarnez-les. Vous vous dites, moi, je vais être le visage de l'environnement au Maroc. Ça va être Soraya. Tu vas être le visage des jeunes ingénieurs qui vont changer le Maroc. Trouvez-vous des causes. Parce que si vous ne les trouvez pas vous-même, alors on ne va pas vous donner quelque chose. Alors on ne l'a pas donné. Je veux que tu sois présidente, on va te donner les clés de Tizi. Là, elle a fait campagne. Et elle s'est bagarrée un jour, la veille des élections, à 11h du soir. Elle négociait les modalités de son élection. Et elle m'a dit, moi, si vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art, moi, je ne me présente pas. Elle s'est battue jusqu'à 11h du soir. Et elle a fait les élections. Elle s'est bagarrée pour les avoir, cette élection. Donc si on ne se bagarre pas, on ne vous donnera rien. Les choses s'arrachent par le travail, par le sérieux, par l'engagement. Moi, je pense que c'est la question la plus difficile. Alors, première chose, je vous le dis parce que c'est ce que je suis en train de vivre actuellement, et parce que malheureusement, ce n'est pas dans notre culture de la société marocaine. On est très dans la vie en communauté, on est défini par les autres, par notre famille, etc. C'est très très rare qu'on ait de la chance vraiment ou la chance effectivement de faire cette réflexion, elle a se poser, nous-mêmes, et savoir ce qu'on veut de la vie, et savoir ce qu'on veut laisser comme impact dans cette vie. Parce que c'est sûr qu'il faut le mettre devant ses yeux. Alors, ça passe vite, hein. Je ne sais pas, de 0 à 80, ou à 90, là, je ne sais pas combien, mais pensez, c'est votre choix. Vous pouvez pensez à ce que vous voulez avoir, vous voulez vivre dans cette vie, et pensez à ce que vous voulez laisser dans cette vie. Ça c'est peut-être très spirituel, mais en tout cas, ça va beaucoup, beaucoup vous aider à bien orienter votre énergie, à mieux vivre et à ne pas perdre de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout cet exercice, le débat, le leadership, etc. Pour moi, c'est le butterfly effect, l'effet papillon. Vous savez ce que c'est? Quelqu'un peut nous dire, s'il vous plaît, dans la salle? Allez-y. Yes. Je vais peut-être l'approcher d'une manière plutôt banale. C'est que les battements d'ailes d'un papillon quelque part dans le monde peuvent créer un cyclone ou un tsunami ailleurs. Absolument. Donc aujourd'hui, cette effervescence-là et cette dynamique qui a été engagée par cette discussion autour du leadership peut éventuellement exaucer le rêve de M. Younes que demain on va avoir un Premier ministre issu de l'établissement El Raki. Absolument, c'est bien ça, absolument. Absolument. Ça m'a vraiment donné la chair de poule parce que ce que je trouve le plus beau dans cette histoire, c'est que le papillon ne le sait pas et peut-être ne le saura jamais.
Vraiment, parce que, et c'est pour moi, c'est la morale aussi, c'est que faites dakshi li likum, dirou dakshi li likum. Pour moi, le battement d'aile dans ma petite histoire d'Yel Daba, c'était quand Barrada, il a fini son discours et que moi, j'attendais qu'il me donne mon certificat de leadership parce que j'en ai besoin pour mon CV et qu'il a dit, bah, vous savez, maintenant vous l'avez, vous pouvez faire de l'associatif, comme vous pouvez encore changer l'avenir de vos enfants. Et c'était son petit battement d'aile et lui, il ne le savait pas. À l'époque, il ne savait pas que ça allait faire tout ce tourbillon et l'antenne et Tizi Maroc, etc., etc. Et peut-être que vous avez tous, vous le faites quotidiennement. Continuez à faire ce que vous faites, incarnez vos causes et c'est sûr que ça va changer quelque chose. Au moins, comme m'a dit Si Mohamed, s'il y a quelque chose qui va être meilleur dans ce pays, ça serait grâce à votre battement d'aile. Voilà. Et puis, pour finir, je ne sais pas. Mais voilà, pour finir, vraiment, merci beaucoup. J'étais très, très ravie et émue de participer avec vous aujourd'hui. Je suis encore plus ravie et fière parce que on a vu des figures de leadership que je vois partout dans la salle, à savoir Hasna, Asma, Brahim et toute l'équipe de Tizi. L'Arbi, on est vraiment très, très fiers de toi. Merci beaucoup, Sarah. Voilà, donc beaucoup de battements d'aile, Inch'Allah, ça se voit. Et puis, on repart avec le cœur rempli, voilà, batterie chargée et beaucoup de battements d'aile, Inch'Allah, pour notre Maroc. C'est l'Araqi pour la clôture. Alors, très bien. Moi, j'aimerais... Je suis vraiment ravi et content aujourd'hui c'est-à-dire, et je me dis comment ça se fait que ça ne se fait qu'aujourd'hui, quand même. Depuis que Tizi a été créé en 2011, est-ce que le fait d'être dans notre cocon et d'être concentré sur ce que nous faisons nous aveugle à ce point de ne pas voir qu'effectivement il y a des choses pratiquement similaires ou qui pourraient effectivement compléter ce que nous faisons et créer cette synergie dont on a tellement besoin pour arriver à atteindre justement ce point d'inflexion au sein de notre société qui permettrait justement de mettre en valeur les bonnes initiatives plutôt que de rester concentré sur tout ce qui est mauvais parce que malheureusement c'est ce qui est médiatisé au quotidien. Et croyez-moi, je vais embêter l'Arbi pour qu'il continue à vous embêter et après lui bien évidemment ceux qui vont prendre la relève du club Tizi au sein de l'école pour que ça continue à se faire et d'une manière très 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 régulière en sein de l'établissement à travers différentes formes et ça devrait revêtir différentes formes au sein de l'établissement parce que ça épouse parfaitement la philosophie de l'établissement et je pense que les élèves ici présents aujourd'hui, malgré leur nombre réduit à mon goût, mais il suffit qu'il y en ait un qui soit influencé par ce qui a été fait aujourd'hui pour que justement le changement puisse se faire et puisse s'opérer. Ou une. Enfin, oui, mais je suis dans... Ou peut-être je vais... Maybe I should switch to English and then I wouldn't have that problem because I'll talk about the one and the one would be a female and a male at the same time. Anyways, donc, j'ai effectivement ce défaut-là que de parler c'est peut-être mon anglicisme. Alors, maintenant, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure des principes de l'école que j'ai résumés et que vous le savez, moi. De toute façon, tous les élèves ici le savent. Donc le slogan, et pour répondre un petit peu à Doha, par rapport à tes interrogations tout à l'heure et par rapport aux soucis de ton papa, il faut prendre le temps de méditer un petit peu le slogan de votre école. Le slogan de votre école a été sorti par un élève lors d'un débat, il a été adopté, en fait. Il y avait eu un débat, un jour, au sein de l'établissement, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur la chaîne de l'établissement, qui était « Votre école vous forme-t-elle correctement ?» Enfin, le débat était, le sujet était « Votre école vous forme correctement pour l'avenir ?» Et il y avait une équipe qui devait défendre le pour, et l'autre équipe devait carrément rentrer dans... C'est-à-dire complètement descendre l'école, carrément. Enfin. Et ils l'ont très bien fait, hein, je peux vous dire qu'ils l'ont très bien fait. Ils nous ont sorti nos 4 vérités, et ils ont été encouragés de le faire sur scène, dans un débat. De toute façon, il est sur YouTube, hein, vous pouvez le regarder. Et l'un des élèves qui était en train de défendre le pour, justement,
en parlant du pilier performance de la philosophie fondatrice de l'école et le pilier performance de l'école, avait dit la performance n'est-elle pas de faire aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Dans le cas de son débat, moi je l'ai capté, aussitôt je l'ai capté, et c'est devenu depuis lors le slogan de l'établissement. Aujourd'hui, en rentrant, enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est inscrit, aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui, depuis 1983. Et au fait, ça commence par, c'est très 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 profond, ce slogan est extrêmement profond. Aujourd'hui mieux qu'hier, et ça commence par aujourd'hui et pas par demain ni par hier. Aujourd'hui parce que c'est le moment présent, on vit dans le présent. Et donc forcément, le moment le plus important pour vous, c'est pour tout le monde, c'est l'instant présent, aujourd'hui. Mais aujourd'hui n'est pas isolé d'hier. C'est aujourd'hui mieux qu'hier parce qu'on a tous une histoire, on a un vécu et on a un patrimoine. Donc aujourd'hui mieux qu'hier par rapport à tout ce qu'on a comme histoire, comme vécu, comme patrimoine. Mais aujourd'hui n'est pas isolé de demain, effectivement. Et là, on passe à la deuxième partie du slogan. Et demain mieux qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais tout pour que demain soit un jour meilleur. D'accord ? Et ça s'applique à chaque individu d'entre nous. Et c'est ça le leadership, si on a un résumé. À mon sens, le leadership, c'est ça. Parce que celui qui avance, par définition, ne regresse pas. C'est aussi simple que ça. Quand tu avances, tu ne peux pas reculer. Et tu as à t'inspirer forcément. Vous n'avez à copier personne. Vous vous inspirez de celui que vous voulez, mais vous marchez à votre rythme. D'accord ? Vous marchez à votre rythme, mais vous marchez en progressant forcément, conformément à ce slogan. Donc, si vous appliquez une règle très simple, très très simple, en vous brossant les dents le soir avant d'aller au lit. Déjà, il faut se brosser les dents avant d'aller au lit. Mais en vous brossant les dents avant d'aller au lit, posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été mieux qu'hier ? Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour que demain soit un jour meilleur? Et si vous vous posez cette question chaque jour, et si ça devient votre habitude, quand vous prenez l'habitude définit votre caractère, et définit ce que vous êtes, et définit bien évidemment le leader que vous êtes censé devenir. Alors, j'enchaînerai sur le fait de, lorsque vous terminerez vos études, chercher un bon patron. Alors, d'abord, ce que vous avez à faire, vous avez à le faire aujourd'hui, pas lorsque vous allez finir vos études. La conférence que nous allons avoir cette année, c'est Future is Now. Investir dans les jeunes que vous êtes aujourd'hui. Donc, le militantisme, la cause que vous êtes censé incarner, vous n'êtes pas censé l'incarner lorsque vous allez avoir 50 ans, vous êtes censé l'incarner maintenant. D'accord? Et il grandira avec vous forcément. Mais il n'y a pas un jour où vous allez décider, aujourd'hui je ne l'incarne pas, demain je vais commencer à l'incarner, je vais attendre d'avoir mon diplôme, etc. Non. Le diplôme, c'est un papier, c'est rien d'autre. D'accord? Ce n'est pas le diplôme qui va vous définir, ce n'est pas un bout de papier qui va vous définir. Ce qui vous définit effectivement, c'est les causes que vous portez, c'est les causes que vous incarnez, et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir je ne sais quel âge pour le faire. Vous pouvez le faire à n'importe quel âge. Moi, j'en ai vu des exemples à 12 ans, 13 ans, même moins, qui incarnent des causes. Au sein de notre organisation Round Square, parmi les filles, d'ailleurs son nom est inscrit à l'extérieur, une fille avait remporté le prix Kurt Hahn de la meilleure initiative donc, de solidarité. Je ne me rappelle plus exactement en quelle année, mais elle avait 13 ans. Qu'est-ce qu'elle avait décidé? Elle est canadienne. Pendant 2 ans, elle ne prend aucun week-end. Pendant tout le week-end, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave des voitures, elle fait de la citronnade, elle vend de la citronnade, elle ramasse de l'argent pour venir construire une école ou plusieurs écoles, pas qu'une seule, parce qu'elle a initié un mouvement après en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle a lu sur le journal, elle a vu sur un journal télévisé que les enfants en Afrique ne pouvaient pas aller à l'école, ne pouvaient pas, etc. Et elle a tout fait, et elle l'a fait. Elle avait 13 ans. Elle a 13 ans, elle était comme ça. D'accord? Et elle a sacrifié 2 années de week-end. Et effectivement, c'est la valeur travail. Lorsqu'on a une cause, lorsqu'on y croit, il faut y aller jusqu'au bout. D'accord? Et là, j'enchaîne encore une fois avec l'exemple de don't just talk to talk, parce que parler pour parler ne veut rien dire. And don't just walk to walk, parce que marcher sans avoir d'objectif ne veut rien dire. But walk the talk. C'est-à-dire quand vous parlez, vous devez faire ce que vous avez à faire. Et vous devez marcher pour atteindre l'objectif que vous vous fixez. Extrêmement important. Alors tout ça se résume dans les principes de l'établissement
dans les principes de l'établissement, justement, dans vos principes, les principes des valeurs, l'aigle ambassadeur, etc. Vous êtes des ambassadeurs de ces valeurs-là que vous êtes censés porter avec vous, qu'on a partagé en début d'année, parce que ces principes-là et ces valeurs, ils viennent d'être mis en place de la manière dont je vous l'ai présenté tout à l'heure, que l'année dernière, au fait. Avant, c'était piliers, valeurs, responsabilités, etc. Mais aujourd'hui, donc, première valeur, respecter l'autre parce que pour lui, je suis l'autre. Je respecte l'autre parce que pour lui, je suis l'autre. Point. Quel que soit l'autre, ou quel qu'il soit, je dois le respecter. La valeur du respect. 2, respecter mes engagements et assumer mes responsabilités. Quand vous prenez un engagement, vous le respectez et vous assumez votre responsabilité. C'est-à-dire les conséquences de vos choix, il faut les respecter. 3, je protège mon environnement et je normalise jamais avec la médiocrité. Ne jamais normaliser avec la médiocrité. Et ça, c'est la pire des choses. La pire des choses, c'est lorsqu'on est dans une situation où il y a de la médiocrité qui est autour de nous et qu'on ne la voit même plus. Normaliser avec la médiocrité, lorsqu'il y a une situation médiocre et que je ne la réalise pas, que je ne la vois pas, ça veut dire tout simplement que j'en fais partie et que je deviens médiocre moi-même. Donc quand il y a de la médiocrité, je dois tout faire pour la combattre. Absolument, je dois tout faire pour la combattre. 4, jouer mon rôle de leader parce que c'est ce que vous êtes. D'accord? C'est ce que vous êtes. Vous êtes des leaders et on a une chance. Il faut le savoir. Peut-être que vous ne le réalisez pas, peut-être que vous ne savez pas exactement comment ça se passe ailleurs, mais on a une chance d'être dans cet environnement et avec la chance que nous avons et le privilège que nous avons vient la responsabilité. Donc, que vous le vouliez ou non, vous êtes des leaders. Et autant que tel, si vous avez à travailler éventuellement pour un bon patron après, il faut juste que ça soit une étape. Parce que vous n'êtes pas juste des salariés, vous êtes des créateurs d'emplois. Voilà ce que vous êtes. D'accord? Il va falloir les créer, ces emplois. Si vous partez à l'étranger, si vous allez ailleurs, si votre vie vous mène, ou votre destin vous mène ailleurs, sachez que vous avez une dette envers votre patrie et que vous pouvez être utile à votre patrie même en étant installé ailleurs. Hein? Ce n'est pas une question de présence physique. Il y a énormément de gens qui vivent à l'étranger et qui sont très utiles pour le pays, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le pays et qui sont très nuisibles pour le pays. Donc ce n'est pas une question de frontières, hein? Juste pour qu'on soit d'accord. Donc, protéger mon environnement, ne jamais normaliser avec la médiocrité. Jouer mon rôle de leader et tirer ma communauté vers le haut. Important. Alors la communauté, très très important. Et là je vais revenir à un concept que je partage avec vous, mais très très brièvement. Essayez de me suivre, c'est un petit peu compliqué. Quand vous serez, pour les élèves qui sont en terminale, je le ferai avec vous d'une manière détaillée en classe par la suite. C'est le concept du bonheur et de ce que nous cherchons tous dans la vie finalement, parce que c'est ce que nous cherchons. Hein. Nous cherchons le bonheur individuel et nous cherchons à vivre heureux d'une manière collective de toute façon. Donc imaginez que vous êtes au centre, d'accord, et qu'autour de vous, il y a 4 composantes, enfin les 4 cercles, ou les 4 sphères exactement. Il y a la sphère personnelle, il y a la sphère professionnelle, familiale, il y a la sphère professionnelle, il y a la sphère sociétale. Et avec ces sphères-là, il y a des interactions. Vous avez des interactions avec vous-même, vous avez des interactions avec votre famille, proche, mari, femme, enfant, parents. Vous avez des interactions avec la sphère professionnelle, vos collègues, vos amis, etc. Et vous avez des interactions avec la société. La 4e sphère, c'est la société, avec laquelle vous avez des interactions. D'accord? Alors, le bonheur est un équilibre et une quête que vous allez chercher à vie. Le bonheur d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celui de demain. C'est pire encore. Le bonheur d'aujourd'hui peut tout à fait être le malheur de demain. Il faut en être conscient. On achète un chien aujourd'hui, on est très content. Vous avez programmé un malheur dans 12 ans. Mais vous ne le savez pas. Vous venez de programmer un chien, sa vie, 10 ans, 12 ans, ça dépend de la race, 13 ans, 15 ans. En achetant un chien aujourd'hui, le Little Puppy, vous êtes très content. Mais vous venez de programmer votre malheur dans 15 ans sans le savoir. D'accord? Parce que
Normalement, vous allez survivre à votre chien, c'est-à-dire il va mourir avant vous. Et il serait très malheureux lorsqu'il va mourir. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de faire ça. Donc le bonheur d'aujourd'hui peut tout à fait être le malheur de demain. Cela signifie quoi? Cela signifie que le bonheur est une quête perpétuelle que vous cherchez chaque jour. Si, il y a le bonheur. Je t'explique comment. Le bonheur existe. C'est une quête perpétuelle que vous allez chercher quotidiennement et régulièrement. Le bonheur, c'est un équilibre, justement. Le bonheur est un équilibre que vous allez chercher par rapport aux 4 sphères que j'ai citées. La sphère personnelle, la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère sociétale. Si vous n'avez pas un équilibre dans ces 4 sphères-là, vous ne pouvez pas. Alors, quelle est l'équation du bonheur? L'équation du bonheur, c'est justement une variable que vous allez distribuer sur ces 4 sphères. Quelle est cette variable? Le temps, merci. C'est exactement ça, parce que c'est ce qu'on a en commun. Mais pas d'une manière illimitée. Et pas d'une manière égale. Chacun a un temps. Et c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est la chose la plus précieuse que nous avons sur Terre. Il faut le savoir. Hein? Si je te dis, écoute, tu es archi-milliardaire, tu me donnes tout ce que tu as été diagnostiqué d'une maladie mortelle, là, tout de suite, tu vas mourir dans 1 mois. Mais si tu me donnes tout ce que tu as, tu vas pouvoir vivre 6 mois. Crois-moi, tu vas tout me donner. Tout. Tu peux être archi-milliardaire, tu vas tout dépenser, tu vas tout me donner pour vivre une journée en plus, 24 heures de plus. D'accord? Parce que tu sais, et tu vas être convaincu que tu ne vas pas de toute façon pouvoir les emporter avec toi. Et donc, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et comment on l'exploite, le travail, comment on exploite notre temps, la procrastination, etc., fait qu'on peut être heureux ou malheureux. Et quand on cherche justement cet équilibre, on distribue la valeur temps sur ces 4 variables-là. Combien de temps je vais réserver à ma sphère personnelle, combien de temps je vais réserver à la sphère familiale, combien de temps je vais réserver à la sphère professionnelle et combien de temps je vais réserver à la sphère sociale. Et quand je trouve un équilibre qui fait mon bonheur aujourd'hui, ben cela ne veut pas dire que cet équilibre va faire mon bonheur dans 10 ans. Dans 10 ans, je serai quelqu'un d'autre. Et donc, dans 10 ans, je dois trouver un autre équilibre. Et c'est ça le plus important, et c'est le message avec lequel j'aimerais conclure. L'équilibre. Extrêmement important. Une bonne gestion de votre temps, une distribution de votre temps sur les 4 sphères qui permettent justement d'atteindre le bonheur d'une manière équilibrée. Mais quand vous trouvez l'équilibre, essayez toujours de continuer à le chercher parce que it's a life quest. C'est une quête à vie. C'est une quête à vie. Jusqu'au dernier jour de votre vie, vous continuerez toujours à chercher le bonheur. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rendus heureux aujourd'hui. Merci. C'était vraiment que du pur bonheur. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, avant que vous ne partiez, j'aimerais juste... désolé de vous tenir encore plus de temps, mais j'aimerais encore remercier une fois les intervenants d'être venus et d'avoir créé une richesse dont vous avez tous profité aujourd'hui. Et monsieur le directeur a parlé du bonheur. Moi, je pense que le bonheur aussi, c'est la sensation qu'on peut sentir après avoir créé, après avoir fait un effort créateur. Et je pense aujourd'hui que chaque personne ici présente a pu ressentir ce bonheur. Déjà, les intervenants qui ont créé de la richesse, des informations que tout le monde a pu profiter aujourd'hui. L'audience a aussi créé de la valeur ajoutée en s'instruisant encore plus et qui donc vont aussi pouvoir influencer leur entourage. Donc, j'aimerais que vous soyez tous fiers de vous aujourd'hui et je vous remercie infiniment tous. Merci. Et pour tous les élèves qui ne sont pas encore inscrits dans le club, je vous invite à venir me parler personnellement ou l'un des vice-présidents ici présents. Et il y aura bientôt des simulations et d'autres conférences. Merci à vous tous. Très bien. Merci à toi. Merci à toi. Bravo.